courage et force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. Création engagée ou engagement artistique. L'artiste plasticienne Laetitia Carlotti refuse de choisir et c'est tant mieux. Elle est notre invitée ce soir. Notre esprit critique, Xavier Havre, nous charmera lui avec Le lion est mort ce soir de Nobuhiro Suwa avec Jean-Pierre Léaud et ce sera notre focus. Bonsoir Xavier. Bonsoir Caroline. Bonsoir Laetitia Carlotti. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, artiste plasticienne, ouvrière du paysage au sens propre comme au sens figuré, parce que vous investissez de vos œuvres les paysages. Alors, qu'est-ce qui a fait dans votre cheminement d'artiste qu'à un moment, vous avez dit ma place est à l'extérieur? Qu'est-ce qui vous a fait sortir de votre atelier, Laetitia Carlotti? Le fait de venir habiter ici, c'est ça qui m'a fait sortir de mon atelier. En fait, d'atelier, j'en ai jamais eu. J'étais aux Beaux-Arts avant de venir m'installer en Corse et c'était véritablement pour travailler avec ces paysages. C'était ça qui motivait mon désir de venir là. Et voilà. Et donc, parce que vous travailliez dehors, mais vos œuvres sont également à l'extérieur. C'est ça. Elles sont en rapport avec des lieux qui sont très chargés émotionnellement pour moi. Et elles prennent en compte aussi une évolution, c'est-à-dire que depuis que je suis venue m'installer en Corse, j'ai vu des modifications dans le paysage et qu'elles étaient assez rapides. Et l'idée de les accompagner avec la création artistique, c'était pour moi aussi une façon d'enquêter sur pourquoi ces changements, comment sont faits les paysages. Et de témoigner aussi peut-être de ces changements. Exactement. À travers vos œuvres. Et de regarder quels étaient les liens des gens avec leur territoire et ce que pouvait permettre l'art pour rentrer en connexion avec. Alors justement, vous avez transformé cette envie d'espace en une association, Arter, qui œuvre au développement des pratiques artistiques dans les paysages insulaires, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un collectif? On est plusieurs personnes à travailler dedans. On n'est pas tous des artistes. Hein. Il y a la directrice, la présidente de l'association qui était avant dans une organisation culturelle dans le Var. Et il y a Jean Froment qui est réalisateur. Et ensuite, en fait, c'est sur des projets on va s'associer les uns aux autres pour arriver à travailler là-dessus. Et l'idée, c'est d'ouvrir au plus grand nombre déjà la possibilité d'accéder aux œuvres à l'extérieur des lieux convenus de l'art, c'est-à-dire les déplacements dans les galeries, les musées, etc., les mettre plus près des gens et aussi inviter les gens à sortir et à voir leur paysage autrement. Pourquoi justement c'est important de se réapproprier les paysages à travers l'art? L'art, c'est, comment on peut dire, une passerelle qui permet d'aller vers toutes les dimensions du paysage, autant symbolique, émotionnel, culturel, économique. Et en fait, en rentrant par ce biais-là, on peut interroger tous les aspects du paysage. Et aussi cette connexion que les gens ont perdu, le lien avec la terre un peu. On le voit souvent comme un décor. Le fait de refaire une pratique avec, ça permet de refaire ce lien. On connaît les problématiques écologiques. Et du coup, ça me paraît vraiment essentiel. Xavier, peut-être. Alors du coup, le développement durable et la protection de l'environnement, c'est une part importante de votre travail. Est-ce que vous avez toujours été comme ça, à la fois proche de la nature, j'imagine que oui, mais avoir beaucoup d'acuité sur ces questions-là? Et qu'est-ce que vous pensez de la tournure que ça prend? Parce que c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. L'art investit la nature. Et beaucoup de gens se mettent au développement durable, avec beaucoup de retard, j'imagine. Mais je voulais juste avoir votre avis là-dessus, sur votre engagement à vous et le regard que vous portez aujourd'hui sur les questions du développement durable. En fait, je trouve qu'on est un peu dans une société spécialisée. Les questions d'environnement sont traitées par les offices d'environnement, les questions de culture par les offices de culture, alors que c'est des questions qui concernent tout le monde. La façon dont moi je suis rentrée dedans, c'est une façon comme tout le monde, absolument comme tout le monde, c'est-à-dire de bien-être, d'avoir envie de... Pas obligatoirement de cristalliser les choses autour d'un état de fait, mais pouvoir aller se baigner à la rivière tranquillement, avoir des espaces sauvages, enfin qu'on perçoit comme sauvages,
pouvoir faire ses expériences dedans, pouvoir comprendre ce qui est visible, ce qui n'est pas visible aussi. Tout ça, c'était important de pouvoir le faire. Et l'écologie, elle rentre aussi dans le fait qu'il y a une dimension qu'on ne prend pas en considération. On est des êtres vivants autour d'un monde qui, lui aussi, est vivant. Et on joue dans cet équilibre-là un rôle important. L'une de vos premières créations s'appelait Arc-en-Cible. C'était dans le cadre d'Arte, hein, bien sûr, une de vos premières créations dans ce cadre-là. Dans le Cap, elle rassemblait 25 000 cartouches de couleurs, ce qui en dit long sur le comportement des chasseurs, entre autres, ramassés dans la nature. La cible mesurait 20 mètres de diamètre. Qui cibliez-vous, justement? En fait, il n'y avait pas de cible exactement. Dans le trajet par rapport à cette œuvre, je me suis rendu compte, moi j'aime beaucoup les espaces sauvages et de nature, je me suis rendu compte qu'il y avait ces indices-là qui étaient là, en premier dans un mouvement un peu écologique. J'étais allée ramasser, ils ne ramassent pas leurs cartouches, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est devenu une prise de guerre pour moi, et il y avait des couleurs extraordinaires, et au fur et à mesure, quand on développe un projet artistique avec ça, on se rend compte que c'est pas obligatoirement les chasseurs. D'abord, l'art, c'est pas quelque chose de moralisateur, c'est plus un processus d'enquête. Et je dirais que c'est plus par rapport à l'usage des armes sur le territoire que je me suis rendu compte de l'importance de ça. Et le fait de devoir faire une œuvre, donc de comptabiliser le nombre de couleurs, etc., je me suis aussi rendue dans des balles trappes pour arriver à avoir celle qui me manquait, pour arriver à finir ce cercle de douille. Et le fait de le mettre dans le champ d'un paysan, c'était vraiment une manière de réfléchir sur la production des paysages. Et une des productions des paysages qu'on aime, en dehors du sauvage, je dis on, mais c'est cette diversité des paysages qui sont liés à la production de l'espace. Donc il y a les champs, il y a les vergers, il y a absolument il y a un grand panel de paysages. Et plus un paysage il est riche, et plus il peut avoir cette myriade de paysages-là. Là, le fait de le relier à la paysannerie, plus qu'à l'agriculture, le fait de prendre soin de ces animaux, d'être dans un écrin comme celui-là, où on voit la mer derrière, on voit le sauvage, on voit tout ça, c'était de dire, bon, notre richesse, elle est la terre sur laquelle on se tient. On peut rêver d'aller sur des autres planètes. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. On est là à vivre avec notre environnement. Et puis alors, un environnement qu'il faut absolument préserver. On le voit également avec votre installation fulminante, Les Allumettes, que l'on retrouve dans le film documentaire de Jean Froment, Ni feu ni flamme. Et là, ce qui est frappant dans ce film, c'est la pédagogie, en fait, la transmission, parce qu'on vous voit vous adresser à un groupe d'adolescents, vous expliquez d'une part l'œuvre, votre œuvre, ces allumettes de 5 mètres de long, mais également le lieu sur lequel elles sont placées, qui n'est pas anodin. Oui, bien sûr. En fait, c'est à proximité de mon village, à Puig. Et ça fait partie aussi de cette transformation des paysages que j'ai vus, sur laquelle je me suis interrogée. Et bon, la dimension risque et incendie est très, très importante. Du coup, il fallait faire quelque chose avec ça, mais faire quelque chose de plus typique en restant impersonnel. Bon, dans le processus d'évolution des œuvres, on va dire que Arc-en-Cible, c'est le lancement de mon association. Quand je passe à I Fulminanti, c'est essayer d'avoir une œuvre un peu impersonnelle et presque participative, essayer de voir quel procédé on peut faire pour qu'une œuvre elle ait son sens, donc elle ait son public, elle serve de passerelle pour sortir, passer à d'autres activités artistiques. Et là, on était porté par un mouvement, donc il y avait eu des classes, des workshops organisés avec l'université et avec le lycée Pascal Paoli. Il y avait tout un mouvement autour de l'œuvre. Pour montrer qu'en fait, avec très peu de choses, parce qu'on avait très peu de moyens, on pouvait faire une œuvre qui fasse sens,
dans le lieu où elle est, mais aussi plus globalement sur une réflexion de l'évolution de notre société, de la façon de gérer nos espaces, etc. Et aussi de montrer comment elle pouvait rentrer dans une connexion sociale avec l'éducation, avec plein de choses comme ça, avec le fait d'organiser de nouvelles réunions autour des œuvres qui sont festives. Et c'est une façon de partager. Est-ce que, selon vous, le combat de l'art contemporain se situe aujourd'hui au niveau de la préservation de l'environnement? Je pense à ça puisque la Biennale de Venise s'est clos fin d'année 2017. Il y avait, je ne sais pas si vous avez en tête l'image de ces grandes mains qui sortaient du Grand Canal et qui tenaient, on le voit à l'écran, un des palais. L'œuvre nommée Support, réalisée par Lorenzo Quinn, voulait sensibiliser au risque du réchauffement climatique à Venise, la Sérénissime. Est-ce que c'est le combat de l'art contemporain, la préservation de l'environnement? C'est un des grands enjeux, et bien évidemment, l'art s'en empare de toutes ses forces. Mais ça avait été commencé il y a longtemps. Moi, je repense à une œuvre très très importante pour moi dans ce tournant-là. C'était Joseph Beuys qui avait fait pour la 7e documenta 7000 chaînes. Et en fait, c'est autant l'aspect écologique et politique qui sont visés, parce que c'était une œuvre participative. Dans le sens où, lui, il a commencé par entreposer je ne sais plus combien de tonnes de basalte sur le parvis, et puis à côté d'un chêne, et puis il a dit, en fait, voilà, ce qu'il faut, c'est planter, et pour chaque colonne de basalte, un chêne. Et en fait, ce n'était pas une opération que lui allait faire, c'était une opération dont la collectivité autour devait s'emparer pour produire son geste. Et son geste est prolongé jusqu'à maintenant. Il y a même des artistes qui vont jusqu'à récolter les graines pour planter de ces chênes-là, pour continuer cette conscientisation, on va dire, du geste politique qui est un geste d'écologie politique et qui est un geste participatif. Mais participatif, on l'utilise de façon un peu abusée. Il faut que ça ait vraiment, qu'il y ait vraiment une dimension volontaire, responsabilité dans la capacité à pouvoir répondre. Or, si on n'utilise plus les matériaux, si on ne fait plus d'expériences, si on n'est plus à l'extérieur, c'est quoi notre responsabilité? C'est quoi notre possibilité de répondre aux questions d'environnement et de création, si on n'est nous-mêmes plus imaginatifs, créatifs et autour de ces problématiques-là? Alors, un qui n'a pas ce problème sur ce plateau, c'est Xavier, qui va nous parler. Là, je m'étouffe presque. Restez avec nous. Encore 4-5 minutes, s'il vous plaît, Xavier. Le roi et... Le lion, pardon, est mort ce soir. Et pas le roi lion. Le lion est mort ce soir, oui. Alors, voilà, mélange. C'est un film... Alors, malheureusement, c'est vrai, la première des choses à dire, c'est que pour l'instant, il n'est pas à l'affiche à Ajaccio, du moins, et encore. C'est regrettable, mais peut-être c'est un énorme appel du pied. Hein, je fais des petits appels comme ça, pour que peut-être il soit passé en rattrapage, parce que c'est un film qui est sorti en début janvier, j'allais dire en catimini doucement, mais bon, ce n'était pas un film Marvel, c'était pas, voilà, évidemment, vous voyez, c'est pas Black Panther qui sort bientôt. Donc, malheureusement, et pourtant c'est une œuvre majeure, à mon avis, un film qu'il faut absolument découvrir. Alors, c'est à la fois l'intime, mais c'est aussi un film libre. Ça m'a fait penser du coup à votre travail, parce que je me suis dit que votre travail il y avait une certaine liberté dans ce travail, et en vous appropriant comme ça l'espace et en travaillant avec l'espace. C'est pas un film sur l'espace, hein, évidemment, mais j'aime beaucoup le travail, voilà, sur les lieux. Et j'aime beaucoup le travail de Nobuhiro Suwa. Je ne sais pas si vous connaissiez avant peut-être ce réalisateur, qui a commencé au Japon. C'est un japonais, mais qui est francophone. Maintenant, il vient souvent en France, il parle français. Il est même venu à Ajaccio il y a quelques années, au festival organisé par l'association Ciné 2000 il y a quelques années. Il avait tourné Un couple parfait, qui est un film extraordinaire aussi, où Yuki et Nina, un petit film vraiment très très beau, à hauteur d'enfant, avec une petite fille, là, ce parent qui divorçait, avec Hippolyte Girardot. Et là, Le lion est mort ce soir, ça se passe dans le sud de la France, et c'est l'histoire d'un acteur, joué par Jean-Pierre Léaud, qu'on a toujours plaisir à retrouver, qui est quand même assez extraordinaire, et un acteur qui est rattrapé par son passé, qui va investir une maison, où il n'y a plus d'habitants pour le moment, qui était la maison où vivait son amour de jeunesse, qui s'appelle Juliette. Et il va aussi rencontrer un groupe d'enfants
de la région qui est en train de découvrir aussi cette maison et qui veut tourner, parce que ce sont des cinéastes en herbe, ils travaillent avec un adulte pour faire des petits films qu'ils montent après, et ils se disent, cette maison elle est extraordinaire, on va tourner dedans. Et bien, ils rencontrent Jean-Pierre Léaud, ils ne comprennent pas, parce que du coup cette maison, ils sont un peu déçus au départ, et puis c'est cette rencontre qui est très belle entre finalement la vieillesse, incarnée quand même par Jean-Pierre Léaud, et la jeunesse. Il y a plein de dualités dans ce film, entre passé, présent, rêve, réalité, jeunesse, vieillesse. Donc ça, c'est des thèmes importants. Pauline Etienne aussi, qui joue le rôle de Juliette, qu'on voit, est extraordinaire. Je ne veux pas trop en dire, parce qu'il faut quand même le découvrir aussi. Le titre, évidemment, vous l'avez compris, hein, c'est une évocation de la célèbre chanson que Jean-Pierre Léaud chante dans le film avec une réinterprétation toute particulière qui a séduit d'ailleurs le réalisateur. C'est aussi pour ça qu'il a voulu faire le film. Et ce qui est beau dans ce film, c'est que c'est un film qui parle de la mort. C'est le début du film et la fin du film, sans rien dire, hein, c'est un jeu d'acteur, mais qui célèbre aussi la vie. Hein. Là, en gros, la vie et la mort, c'est lié, donc c'est bien, la mort, c'est là, elle est présente, mais il faut aussi vivre, c'est ce que nous dit le film. Du coup, ce conte fantastique est assez subtil. La mise en scène est vraiment d'une simplicité, mais quand je dis ça, je ne sais pas péjoratif, c'est simple, mais c'est beau, donc c'est vraiment utile. Et la photographie magnifique de l'un des acteurs qui s'appelle Tom Harari, voilà. Donc une scène de fin extraordinaire. Voilà, comme quoi on peut faire des petits films, mais quand je dis petits films, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qui coûtent peu d'argent, mais qui sont avec de grands sujets qui sont très forts. Celui-là en est un, et vraiment il faut le découvrir. Ne serait-ce que pour voir Jean-Pierre Léaud, où il y a une référence aussi à l'un de ses rôles. Est-ce que vous vous rappelez l'un de ses films? Je vais faire un petit quiz. Un de ses films majeurs de Jean-Pierre Léaud, de Jean Eustache, La maman et la putain. Et on croise dans ce film l'actrice avec laquelle il jouait justement dans ce film. Donc il y a des petits clins d'œil à Jean-Pierre Léaud aussi. Un petit bijou, donc. Un petit bijou. Un petit bijou. Ça vous donne envie, Laetitia Carlotti? Ouais, une énorme frustration de ne pas pouvoir exactement. rentrer et le Voilà. regarder. Mais bientôt, je sens. On souscrit donc à votre appel et à votre demande. Laetitia Carlotti, on parlait donc de lieux. Pour vous, le paysage ne peut pas être urbain? Disons que le paysage urbain, c'est déjà un paysage qui est fractionné, dirigé, privatisé. Enfin bon, c'est assez... Pour moi, c'est pas ça. La liberté, c'est de pouvoir choisir son chemin. Voilà. Choisir son chemin, décider, je vais aller là-bas. Et pas passer par une voie qui est tracée d'avance. Voilà. Sur le côté éphémère de vos œuvres, ou en tout cas qu'elles s'abîment peut-être par comme elles sont à l'extérieur. La question de la durée est très très importante. Pour la première installation, c'était sûr, on l'a laissé 1 an et demi. C'était plus une évaluation, regarder comment réagissaient les gens autour et comment on réagissait l'exposition aux éléments naturels et à la végétation aussi. Mais c'était un temps de sensibilisation pour comprendre. Et finalement, on s'est rendu compte que les gens étaient assez curieux. Et quand ils avaient la possibilité, bon là, ils passaient par Jean-Pierre Sudzini pour visiter. Là aussi, c'est-à-dire, c'est un jeu d'acteurs associés. Il a toujours été... je pense qu'il n'a pas très bien compris au début ce que je voulais faire. Mais il était pour, il a été d'accord, il m'a donné son accord. Et ensuite, c'est lui qui a fait le relais et qui a permis aux gens de venir visiter cet espace-là. Donc là, c'était vraiment un moment de test où on se disait, bon, comment ça va réagir? Est-ce que ça peut marcher? Et on s'est rendu compte que oui, c'était pas possible d'évaluer le nombre de visiteurs ou quoi. Mais j'ai eu des échos jusque dans... J'ai accompagné mon fils sur un match de basket dans le sud. On a rencontré des Corses. Ils ont dit qu'ils étaient du coin là-bas, Lourdes et Santa Severa. Je leur ai dit, ah oui, il y a quoi dans le champ de Jean-Pierre Sudzini? Il avait vu l'installation. L'idée, c'est d'amener aussi l'art contemporain, qu'on dit plus urbain, à un public qui n'a pas forcément accès. Ben oui, bien sûr. Et puis que ça fasse sens avec leur environnement aussi. Que ce ne soit pas uniquement réservé... Oui, ou poser là. Voilà, et puis qu'on n'ait pas obligatoirement une lecture et une manière d'accéder. La manière d'accéder aux œuvres est aussi importante que l'œuvre. Et donc c'est ça qu'on testait aussi sur ce champ. Et ensuite... Non, j'avais envie, c'est une idée, en fait, c'est les fulgurances. Non, de rebondir sur ce que vous aviez dit en début d'émission sur l'art contemporain et l'art de manière générale dans les galeries. Est-ce que vous trouvez finalement que l'art dans les galeries, ça devient très académique et le vrai art, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais ça serait l'art de l'extérieur?
celui que vous pratiquez, c'est-à-dire dans les espaces, dans les paysages, alors que dans les galeries, ça devient un peu compassé et finalement un peu obsolète. Ce que je trouve dommage, non, je pense qu'il y a plusieurs mondes de l'art. Ils ont tous leur raison d'exister. Hein. L'art, qu'il ait une partie marchande, que les gens puissent gagner leur vie en vendant leurs œuvres, je trouve ça très bien. Et que les galeries soient là pour faire ce travail, c'est hyper important. Les centres d'art, les fonds régionaux, tout ça c'est très très bien, les musées aussi. Mais c'est une autre démarche qui n'existe pas, enfin, en tout cas sur le territoire corse. On n'en a pas beaucoup. Ou alors on voit des choses qui se produisent à peu près comme ça aussi en extérieur. Mais je pense qu'il y a peut-être une manière d'essayer d'en faire quelque chose de typique. On est une petite île, dimension humaine, dimension naturel. Et du coup, on peut peut-être arriver à mettre en place quelque chose qui vienne compléter ce qu'il y a et offrir d'autres voies d'accès, d'autres choix. Il n'y a pas, voilà. Par contre, le fait que ce soit exclusivement rentrer dans un bâtiment, faire la démarche, c'est autre chose, c'est une autre. C'était une question pour se fâcher. Approche, Je vois que vous avez bien répondu. C'était pour Il n'y a que vous qui vouliez vous fâcher, Xavier. Nous sommes ici en Dès paix. qu'il est question d'art contemporain, vous savez, je rebondis c'est de vrai, suite. c'est vrai, mais tout Voilà. le monde a l'habitude de se fâcher avec l'art contemporain. Voilà. Mais bon. En fait, C'est ça qui est bien aussi. je travaille aussi, je fais un doctorat à l'université sur l'art comme pratique dynamique de l'espace social en Corse. Ce qui va me porter à aller voir ailleurs et qui me porte à aller voir ailleurs aussi comment ça se produit. Et dans mon cursus, j'ai invité une philosophe qui s'appelle Jo Elzask, qui travaille sur l'art et la démocratie, à m'accompagner en tant que co-directrice de thèse. Elle a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle « Peuple de l'art, art et démocratie », « Peuple de l'art », où elle montre comment tous ces mondes ont totalement raison d'exister. Il y a des démarches, il y a des gens à l'intérieur, il y a une cohérence à avoir. Et elle fait cette étude très très fine de regarder comment une œuvre posée prend en considération son contexte. C'est pas, on prend pas quelque chose pour le mettre là, voilà. Il faut qu'il dialogue et qu'il amène quelque chose d'un espace qui n'existe pas encore, qui déconstructe, presque qui dépayse. Dans le paysage, on va dépayser le paysage pour pouvoir y revenir. Mais c'était presque pour faire écho à un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps l'année dernière sur l'art contemporain, The Square. Oh oui, je l'ai vu, c'était un choc. Où C'était terrible. C'est pas vraiment un regard d'ailleurs sur l'art contemporain ni une moquerie, mais il y avait quelque chose sur l'art contemporain qui était intéressant, puis sur les contemporains, les gens. Donc, voilà. Ouais, une question sociale écho, aussi, avec l'arrivée des migrants et la façon Exactement. dont ils sont. Et dans le paysage et exclus de ce paysage. Exactement. Laetitia Carlotti, on va très prochainement vous retrouver côté jardin. Oui. Cette fois-ci, du côté d'Aléria. Dites-nous en plus. Alors, Patrick Bill, qui a le jardin Sorbel ou la ferme Sorbel, m'a demandé de faire une œuvre pour son jardin. Une œuvre durable, qui puisse évoluer avec le temps, qui puisse trouver sa place dans ce jardin-là. La question, c'était, oui, mais pour quel public et pourquoi? Pour qui? Comment? Parce que c'est la question qui se pose maintenant, celle du partage. Et du coup, lui, il est plutôt partant pour ouvrir son jardin à des œuvres, à des recherches, bien évidemment, dans respect de sa démarche. Lui, comment dire, il a des panneaux photovoltaïques, il pratique la permaculture. Voilà, il est dans un respect. La façon dont il fait son jardin aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas là à tout raboter et planter. Oui, il y a une philosophie qui sous-tend. Voilà. En faisant son jardin, il a commencé à ouvrir un peu des espaces de forêt, à regarder comment fonctionnaient les choses, etc. Pour moi, c'est un peu un modèle de la façon dont on pourrait aussi travailler ensemble avec les autres, les uns les autres. Du coup, faire cette œuvre, c'est lancer une dynamique qui peut être dans le temps, parce que c'est beaucoup plus difficile dans des espaces qui sont comme derrière Pauge ou quoi, où là on a une maîtrise, il y a un propriétaire, mais ce propriétaire peut ouvrir son jardin à la demande, et nous, on va créer des événements pour que ça puisse se faire, et on va essayer d'inviter des gens à venir faire leurs expériences sur place, avec les matériaux qu'ils vont trouver, ou avec les idées qu'ils vont avoir, ou voilà. Pour conclure rapidement, le lieu que vous rêveriez d'investir? Il faudrait une école d'art à ciel ouvert,
peut-être quand même qu'il y a un bâtiment dessus pour s'abriter. Je ne sais pas, une centaine d'hectares où les étudiants auraient aussi un geste culturel qui consisterait à cultiver, à faire pousser, à travailler avec le temps et les espèces en place. Ce serait ça mon rêve. Et c'est un beau rêve et une très belle conclusion. Laetitia Caroline, merci de nous avoir accompagnés durant cette émission et revenez nous voir quand vous voulez. Merci. Xavier, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Demain ou après-demain, je ne sais plus. Quand vous voulez. Allez, pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt, dès demain, sur France 3 Corse via Estelle. Merci beaucoup.